L'Échiquier international, bienvenue à vous. Quelques jours après l'incident dit du drone malien abattu à Tinzaouatin, neutralisé par l'armée algérienne, la tension demeure vive entre Alger et Bamako, d'autant plus inquiétante que celle-ci risque d'irradier toute cette région sahélienne, déjà compliquée. On rappelle les ambassadeurs de part et d'autre, on s'accuse mutuellement. Que s'est-il donc passé pour que cette relation historique prenne cette tournure? Cependant, cela nous incite également à nous poser la question sur ce régime malien. Pourquoi engager un bras de fer avec Alger alors que la partie malienne est enfouie dans des problèmes majeurs dont l'insécurité, sans parler d'absence de vecteurs politiques précis? La CEDEAO, quant à elle, a exprimé son inquiétude en lançant un appel pour tenter de désamorcer la situation et privilégier le dialogue, surtout que des mécanismes régionaux et internationaux existent pour ce type de cas. Les pays africains sont habituellement confrontés à de telles tensions. Quel est donc ce facteur qui traduit une méfiance accrue entre Alger et Bamako pour la transformer en crise ouverte? Et jusqu'où peut aller cette crise justement? À tout de suite pour en parler. Algérie, Mali, jusqu'où peut aller la crise, jusqu'où peut aller la tension et surtout comment en est-on arrivé là? Pour en parler, j'accueille à partir de Strasbourg Tawfiq Hamel, docteur en histoire militaire et chercheur. Bonsoir Tawfiq Hamel. Bonsoir, merci. Bienvenue à vous également avec nous, Hassan Qassimi, expert en questions géopolitiques et sécuritaires et de migration, qu'on aura dans quelques secondes. En attendant, on va commencer par vous, Tawfiq Hamel. Est-ce qu'on peut dire que la tension entre Alger et Bamako est une tension inédite, voire grave? Effectivement, la crise entre Alger enfin, l'Algérie et le Mali, c'est une crise qui reste grave. Et il y a de fortes possibilités que la crise va s'installer dans la durée, pour différentes raisons. La première, c'est que pour l'instant, le régime malien a une vision complètement différente de celle de l'Algérie en ce qui concerne les questions régionales, les questions de gestion du voisinage. Et entre-temps, pour l'instant, malgré la bonne volonté de l'Algérie, pour l'instant, le Mali ne fait pas des efforts justement pour rétablir la confiance et ça reste un élément très très important. L'absence de confiance entre les deux États ne fera qu'aggraver la situation et ça peut entraîner même de mauvais calculs qui peuvent entraîner de l'escalade. Pour l'instant, la doctrine de l'Algérie a toujours été de refuser les interventions étrangères dans d'autres États. Néanmoins, il faut garder à l'esprit depuis le changement de la constitution algérienne, l'Algérie a commencé à adopter une politique de dépense de plus en plus active. Il suffit juste d'écouter les différentes interventions du président algérien pour montrer que l'Algérie commence à changer d'attitude et opter pour une approche beaucoup plus musclée. Particulièrement lorsqu'il y a des questions qui touchent la sécurité nationale. Alors, on a avec nous Hassan Qassimi qui nous a rejoint. Hassan Qassimi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, la tension entre Alger et Bamako n'est pas son premier épisode, mais on a l'impression que cette fois, on a pénétré une forme de tension inédite dans sa gravité. Est-ce que c'est votre lecture? Est-ce que vous partagez cet avis? Vous savez, il faudrait absolument remettre dans son cadre ce qui se passe actuellement au Mali. Deux coups d'État en 2020, deuxième coup d'État 2021, des promesses d'organiser des élections présidentielles qui n'ont pas été tenues, qui ont été reportées à plusieurs reprises. Et bien sûr, actuellement, les élections présidentielles au Mali sont inscrites dans un délai qui est inconnu. Donc, Le calendrier grec. actuellement, pratiquement la situation sur le plan politique. Et on est dans l'impasse et il y a actuellement une véritable stratégie
de tyrannie qui est mise en place pour un peu ligoter, bâillonner toutes les expressions au sein de ce pays. Malheureusement, ce pays, sur le plan politique, c'est l'impasse, et sur le plan militaire aussi, c'est l'impasse, dans la mesure où l'équipe qui est au pouvoir actuellement est en train d'aggraver la situation d'un Mali qui ne tient qu'à un fil, un Mali qui n'a pas des potentialités économiques pour pouvoir prolonger une crise de cette ampleur pour une durée indéterminée, un PIB de 20 milliards de dollars, un déficit budgétaire d'1 milliard de dollars, une crise alimentaire, sanitaire, alimentaire inédite et d'une ampleur très forte. Donc tout s'accumule pour faire que la situation actuellement au Mali est insoutenable. Et c'est insoutenable et malheureusement, l'équipe qui est actuellement de squatteurs qui a pris en otage le pouvoir à Bamako se complaît dans cette stratégie de fuite en avant en espérant rester encore le maximum au pouvoir. Mais malheureusement, la réalité, elle est là. C'est une équipe, il y a des besoins, il y a une population qui a des besoins urgents, létaux, existentiels, qui ne sont pas pris en charge. Donc, que se passe-t-il réellement sur le terrain ? Donc, il y a des agences bien sûr, privées de sécurité. À l'exemple, on peut citer celle de Wagner. Et il y a bien sûr pas uniquement cette société privée Wagner, il y a d'autres, qui a d'ailleurs changé de nom, il y a d'autres sociétés privées militaires qui sont sur le terrain et malheureusement qui sont investies et qui prennent le dessus sur les forces armées du FAMA malienne et qui prennent le dessus et qui sont en train de commettre au nord du Mali des crimes, des génocides comme ceux que nous avons enregistrés à Tizaouaten. Et là aussi, il y a un autre acteur qui intervient, c'est le Maroc. Le Maroc a pris en otage le Mali, a pris en otage cette autorité subversive qui est en train de mener le Mali vers des destinées inconnues, hasardeuses et aventureuses, et dont on connaît bien sûr le résultat. Le résultat, c'est l'implosion de ce pays. Simi Goïta, qui voue une haine très forte à l'Azawad, aux Touaregs du nord du Mali, refuse de reconnaître la spécificité du nord du Mali, qui est historique, millénaire. Il doit absolument, quelle que soit la situation, quels que soient les événements, doit revenir à la nécessité d'aller vers des négociations avec les rebelles du Nord, qui ne sont absolument pas des terroristes, parce que dans le concept politique qui est actuellement utilisé par la junte au pouvoir, c'est de considérer pratiquement toutes les organisations militaires qui ont signé le pacte d'Alger, l'accord d'Alger de 2015, comme étant des organisations terroristes. Et cela, nous sommes dans un dérapage très grave, très dangereux, qui aggrave les fissures, les fractures, les oppositions et les confrontations. Et là, bien sûr, si on doit revenir au drone qui a été utilisé dernièrement, vous devez savoir que d'abord, c'est un drone qui a été acheté par les 3 pays, Mali, Niger, Burkina Faso, qui coûte 30 millions d'euros, c'est-à-dire une somme astronomique. Il a été acheté à titre de prêt pour une durée de 6 mois et qui est entré dans l'espace aérien algérien. Alors, Hassan Qassimi, sur une période d'1 kilomètre. Justement, je voudrais qu'on s'arrête sur cette affaire de drone. La version malienne a été battue en brèche par la partie algérienne, mais surtout on en sait un peu plus sur ce fameux drone. Bamako n'a pas pu récupérer l'épave qui se trouve en zone entre guillemets disputée, donc le Mali n'a pas les informations sur sa position géographique durant le vol, donc les données récoltées par l'armée malienne pour son enquête accusant Alger sont, déficientes, on va dire les choses comme ça. Donc il faut des stations au sol pour suivre un drone. On sait que cela a été coupé. Bamako a demandé à Alger les données sur la position géographique de l'appareil, des données qui sont consultables au sein de la base de données du ministère de la Défense algérien, et Alger qui invite les Maliens à les consulter. Alors, Hassan Qassimi, que se passe-t-il? On ne se comprend plus entre Alger et Bamako, et comme je viens de le dire, apparemment l'investigation malienne est un peu limitée pour accuser Alger. Ça repose sur pas grand-chose finalement. Je vais vous dire une chose, que les capacités technologiques et militaires des forces armées du Mali, les FAMA, n'ont pas les moyens de gérer de manière
électronique de tels avions qui nécessitent une maîtrise et une formation qui dure plusieurs années. Donc, pour expliquer ce point qui est très important, donc cela veut dire que l'exploitation de ces drones ne se fait pas par les autorités maliennes. Ce sont pratiquement des techniciens marocains qui sont aux commandes et qui font voler ces drones. Et il y a eu plusieurs incursions dont nous avons tenu informés par des communiqués du ministère de la Défense au sujet de plusieurs tentatives et incursions sur le territoire national. Il y en a eu deux. Le dernier s'est fait que nous sommes en présence de 3 incursions dans le ciel algérien, et le troisième ne s'était pas égaré, ni venu faire du tourisme en villégiature sur le territoire algérien. Le drone malien, qu'on peut appeler le drone marocain, est venu en mission d'espionnage, de reconnaissance, pour cibler un certain nombre d'infrastructures se trouvant au niveau des frontières, des localités frontalières algériennes. Et là, bien sûr, c'était aussi sous-estimer les capacités technologiques et militaires de l'Algérie, en pensant que ce drone allait pouvoir entrer sur les territoires nationaux sans être détecté, parce que, bien sûr, vous devez savoir que sur le plan international, tout le monde sait que ce sont des drones turcs qui sont indétectables au radar et qui furtifs et qui peuvent entrer dans n'importe quel territoire sans être détectés. Maintenant, on va poser une minute, Hassan Qassimi. Je vais juste demander l'avis à Toufer Hamel, qui veut réagir sans doute sur les informations livrées par l'armée malienne sur le drone de fabrication turque, comme vient de nous le dire Hassan Qassimi. Qu'est-ce qu'on sait d'autre à propos de cet incident, Toufer Hamel? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ce qui est certain, c'est que l'armée malienne actuellement est dans une impasse. Et c'est, en tout cas, son récit qui a été fourni n'est pas convaincant. D'une part, en tout cas, l'armée malienne n'a pas les compétences et les capacités technologiques, en tout cas, pour fournir ce type d'informations. Alors, globalement, on peut accuser d'autres acteurs qui sont derrière, qui ont un agenda qui peut ne pas être l'agenda de l'armée malienne. Mais on n'a pas de preuves de ça, Toufer Hamel, on est obligé de le reconnaître. On a des suppositions, on a des faisceaux d'indices. Est-ce qu'on a des preuves de ça, concrètement? Alors, pour l'instant, le seul organisme capable de fournir suffisamment de preuves, ça reste toujours le ministère de Défense nationale de l'Algérie, étant donné c'est le ministère qui est suffisamment équipé pour fournir ce type d'informations. Non, je parlais des acteurs supposés qui étaient derrière l'opération dite du drone. Alors, l'opération de drone, ce qui est certain, c'est que déjà vous avez des acteurs non étatiques comme l'entreprise de Wagner. Wagner qui est très, très impliqué dans cette partie du Sahel. N'oublions pas qu'il y a quelques mois de ça, l'entreprise de Wagner a reçu un coup très, très dur où elle a perdu plusieurs membres. Alors, certes, on dit que Wagner, c'est une entreprise, évidemment, qui appartient à la Russie, et la Russie reste un allié de la Russie. C'est important de nuancer cette déclaration. Il suffit juste de reprendre le dernier discours, la dernière déclaration du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, Mohamed Attaf, où elle a expliqué clairement qu'il y avait certaines préoccupations de sécurité qui ont été évoquées avec la Russie, ça a été dit comme un allié, et qu'il y a un dispositif qui est mis en place justement pour répondre à ce type de préoccupations. Ensuite, est-ce qu'on peut accuser d'autres États comme le Maroc? Ça, j'en suis pas certain. Minimum, le Maroc essaie d'investir justement cette crise pour nuire aux intérêts de l'Algérie. Ça, c'est pas la première fois que le Maroc essaie en effet, de s'investir justement pour neutraliser la stratégie et la diplomatie de l'Algérie. Mais ça, c'est connu. Ensuite, dans quelle mesure et jusqu'à quel point le Maroc va-t-il risquer justement
de violer les frontières de l'Algérie, sachant qu'en tout cas, le Alors, Maroc est très conscient de la sensibilité de la question des frontières pour alors, le gouvernement algérien. Alors, Hassan Qassimi, tout à l'heure, vous nous avez relaté brièvement les racines peut-être de ce conflit pour mieux cerner peut-être la tension entre Bamako et Alger. On devrait remonter en 2023, en novembre, lors de la reconquête de Kidal par l'armée malienne. L'Algérie, auparavant, avait joué un rôle de médiateur pour la paix entre la partie armée et non armée, la partie politique et enfin toutes les parties, tous les acteurs inhérents à la composition politique malienne. Et on l'appelait à l'époque le fameux processus d'Alger, c'est-à-dire ce processus de discussion, de dialogue et de paix. En 2024, ces accords ont été dénoncés par le régime d'Assimi Goïta. Puis ensuite, il y a eu une rupture entre les groupes armés et certains groupes radicaux qui ont été combattus à la fois par le Mali mais par l'Algérie également. Et Bamako, depuis, en se retirant des accords d'Alger, a décidé que tous les acteurs du nord du pays seraient des terroristes. C'est bien ça? Oui, vous savez, ça c'est un langage radical qui ne fait que produire du radicalisme sous toutes ses formes, y compris le terrorisme. Et là, je vais vous dire une chose, c'est que les putschistes qui sont à Bamako, qui refusent de reconnaître la spécificité du nord du Mali et le point d'ancrage, le point principal de discorde entre le nord et le sud, et qui risque de faire exploser l'unité de l'Algérie est intervenue à plusieurs reprises pour protéger l'unité du Mali. Ça, les Maliens doivent le savoir, que c'est grâce à l'Algérie que la souveraineté et l'unité de ce pays ont été préservées et protégées. Et malheureusement, la junte qui est au pouvoir actuellement ne va pas dans la même logique, ne va pas dans la même trajectoire. Elle sert des intérêts privés, des intérêts étrangers qui ne servent pas les intérêts du Mali. Et là, au sujet de ce drone, pour parler un peu des acteurs qui sont derrière, moi je vous dis tout de suite, il faut écarter la piste russe, pour la simple raison que les Russes se sont retirés, Wagner et les autres milices qui dépendent de cette entreprise privée se sont retirés du nord du Mali. Et il y a bien sûr d'autres pistes plus probantes, plus sérieuses, c'est la piste marocaine. Et là, l'Algérie, en détruisant de manière magistrale, foudroyante, ce drone, a réalisé trois objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord, en détruisant ce drone, de prouver les capacités technologiques et militaires de l'Algérie qui sont supérieures à tous les acteurs militaires qui se trouvent dans la périphérie ou dans la région. Le deuxième élément, l'Algérie a réussi à travers cet acte militaire d'une technologie très précise, a réussi à détruire le mythe de l'invincibilité de ce drone, d'un drone indétectable. L'Algérie a détruit, donc sur le plan commercial, le drone turc a perdu beaucoup d'actions sur le plan international et dans le commerce international, dans la mesure où le mythe de l'invincibilité et de l'indétectabilité de ce drone a été détruit par l'Algérie. Le troisième élément que nous pouvons tirer de cet événement, c'est que l'Algérie, sur le plan de la défense aérienne, a une supériorité très très importante qui vient d'être prouvée et dans l'armée nationale populaire peut à tout moment détruire dans le ciel n'importe quelle cible qui se trouverait aux frontières de l'Algérie. Donc l'Algérie a réalisé un certain nombre d'objectifs et a envoyé plusieurs messages aux partis qui sont hostiles à l'Algérie. Maintenant, pour les autorités qui sont derrière cette bande de voleurs du pouvoir à Bamako, qui est là au pouvoir depuis 5 ans et qui veut rester encore 5 ans, une deuxième transition de 5 ans, c'est-à-dire rester au pouvoir pendant 10 ans. Cela, bien sûr, a des conséquences fâcheuses, des conséquences insupportables pour la population malienne. Alors, et Hassan vous avez vu dernièrement les manœuvres et bien sûr, grotesques qui ont été mises en scène, à savoir essayer de faire de la
de la manipulation, de faire bien sûr croire que l'ennemi du Mali c'est l'Algérie, et quelques manifestations ont été Alors justement, on va en parler. qui ont été organisées, et là bien sûr c'est pour faire un peu de diversion et pour faire un peu c'est un peu un trompe-l'œil pour un peu diviser la population. Bien sûr, la population est divisée entre patriotes et traîtres. Ah. Et Hassan Qassimi, on va poser la question. On va poser la question à Toufer Hamel. On va poser la question à Toufer Hamel. Hassan Qassimi nous disait, Toufer Hamel, que cette zone algéro-malienne est une zone particulière. Il n'y a d'ailleurs pas que les Touaregs. Le conflit entre le nord et le sud du Mali concerne plusieurs représentations. En plus de celle des Touaregs, on peut nommer par exemple, on peut citer par exemple les Arabes, les Barabiches et d'autres ethnies qui se retrouvent prises en étau, qui ont un ancrage à la fois au nord du Mali et au sud algérien, des groupes humains qui ont une attache morale avec l'Algérie et qui ont parfois la double nationalité, c'est-à-dire malienne et algérienne. Et Alger ne peut pas laisser faire quand il y a par exemple des bombardements de civils de ces groupes avec la nationalité algérienne ou qui sont algériens de cœur et de statut, sans parler de l'afflux des gens. Donc forcément, Alger a un mandat moral déjà au-delà du mandat politique concernant cette zone du nord du Mali, Toufer Hamel. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, effectivement, en tout cas, le terme terroriste qui est utilisé par les autorités maliennes, le djihad militaire plus précisément, le terme terroriste est un terme polysémique qui est utilisé dans différentes situations. Le problème, on se retrouve actuellement avec chaque État avec sa propre liste de terroristes. En tout cas, le terme n'a aucun sens dans le cas du Mali actuellement. Ensuite, il me semble que l'une des motivations de l'armée malienne, c'est qu'actuellement, on se retrouve dans une impasse. Depuis le coup d'État, aucune réalisation concrète ne peut être présentée à la population. Sur le plan économique, ça reste, sur le plan économique, le Mali souffre. Son PIB actuellement s'élève à presque à 21 milliards de dollars pour une population de, si ma mémoire est bonne, de 27 millions. Sur le plan diplomatique, politique, le pays se retrouve complètement isolé. Ensuite, sur le plan de l'agriculture, par exemple, qui représente presque 41% du PIB, la situation de s'aggraver. Alors, et sur le plan politique, l'armée malienne ne peut rien présenter de concret comme un progrès qui a été réalisé. Ne serait-ce que la réalisation de l'unification du Mali, ce qui est impossible parce que globalement, le recours à la puissance militaire justement pour soumettre la région du Nord n'a aucun sens, ne serait-ce que déjà l'Algérie n'accepte pas. Et la question n'est pas une question simplement morale, c'est une question de sécurité nationale, la question de la façon de gérer le nord du Mali, c'est une question de sécurité nationale pour l'Algérie. Depuis l'accord d'Alger de 2015, l'Algérie a toujours joué un rôle de médiateur et de facilitateur, c'est-à-dire essayer justement de trouver un consensus pour résoudre cette crise. Justement, la junte militaire justement ne veut plus de cet accord. Alors, Toufer Hamel, je vous laisse poursuivre, mais est-ce qu'on peut rappeler deux, trois facteurs? Le Mali est face à un défi très grave, je veux parler de la sécurité, on a besoin objectivement de la coopération de l'Algérie pour sécuriser la frontière, même les pays de l'AES, le Niger par exemple, qui a renoué une relation économique avec l'Algérie. On se rappelle du Premier ministre du Niger qui s'est rendu à Alger en août 2024, qui a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. On sait que la Sonatrach a des projets dans le pays, comme les centrales électriques, sans parler de ce fameux pipeline qui partirait du nord du Niger vers l'Algérie. Donc ces pays, objectivement, n'ont pas intérêt à surenchérir une tension avec l'Algérie. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Effectivement, à travers l'histoire, les hommes politiques, même les militaires ne sont pas des économistes. C'est-à-dire que parfois, il y a certaines considérations parfois qui prennent le dessus sur des considérations économiques. Et la junte militaire actuellement, son objectif, c'est de rester au pouvoir. Sauf que rester au pouvoir, il faut présenter des réalisations importantes pour les présenter à la population malienne. Sauf que rien de ce type ne peut être présenté. Sachant que pour résoudre la question du Nord,
l'armée malienne ne peut pas le résoudre sans la coopération de l'Algérie. Sauf que dans le cas de l'Algérie, a sa propre vision justement de la gestion de cette question, ce que les autorités maliennes n'acceptent pas pour l'instant. Voilà. Vous me ressentez, moi, c'est que l'objectif des régions maliennes, c'est d'essayer de provoquer l'Algérie justement pour retirer son soutien au mouvement du Nord, ce que l'Algérie n'acceptera pas et ne fera jamais pour une simple raison qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale plus qu'une question morale. Et ça sera le mot de la fin pour votre échiquier international du jour. Je fais accompagner par Toufiq Hamel, docteur en histoire militaire et chercheur. Merci Toufiq Hamel, ainsi que Hassan Qassimi, spécialiste des questions géopolitiques. Merci encore à vous. L'échiquier international, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.